Mesdames, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, vous avez devant vous un homme heureux. La dernière fois que j'ai dit que j'étais un homme heureux à cette table, c'est parce que je recevais mon ami Stéphane Jiménez. Vous savez, c'était fantastique artisan bottier à Bordeaux et nous avions regardé avec lui tout un tas de merveilles de l'art bottier. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux puisque je reçois, alors j'allais dire Christian et Franck, mais en fait je reçois une famille. Je reçois une famille d'artisans extraordinaires qui sont à la lunette, selon mon propre goût, ce que on pourrait aller jusqu'à dire Mozart est à la musique, ou Stéphane Jiménez est à la botterie, ou Gérard Depardieu est à la comédie. Voilà, ce sont des gens qui sont importants. D'abord, ce sont importants pour l'industrie et l'artisanat français. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque Christian, à ma droite, est maître d'art, qui est une distinction extrêmement importante dans notre pays, qui est délivrée par le ministère de la Culture et qui est un peu à l'image des trésors vivants japonais. C'est-à-dire que le savoir de Monsieur Bonnet est devenu patrimoine immatériel de la nation française, et donc c'est quelque chose de vraiment extrêmement important pour nous. Et donc j'ai un immense plaisir, d'abord parce que je peux vous le dire entre nous, ce sont des amis, nous nous connaissons depuis un certain temps, j'ai la joie de porter des lunettes fabriquées par eux, mais en plus de ça, je pense qu'ils représentent quelque chose qui est très important de nos jours, mesdames, messieurs, et vous savez qu'on est très militants sur le sujet. C'est que il y a des choses dans la vie aujourd'hui, on est devenu très utilitariste. Il faut que tout ait une utilité. Il faut que tout soit concret. Et aujourd'hui, ces deux personnes-là, et d'ailleurs il y a Steven également, qui fait partie, et John, je crois que c'est vraiment une histoire de famille. Ces gens-là, au-delà de faire parmi les lunettes parmi les plus belles au monde, participent aussi plus globalement à la beauté de ce monde. Et vous savez que la beauté, c'est ce qui nous différencie des animaux. On a besoin de beauté, c'est ce qui nous dope, c'est ce qui nous donne une raison d'être, une raison de vivre. Et on va parler de ça avec mes deux invités. Bonjour Christian Bonnet. Bonjour. Je suis tellement content de... On se tutoie ou on se vous voit? Je crois qu'on va se tutoyer parce que je crois que je vais mélanger les deux sinon. Alors très bien. Tutoyer, ça sera plus alors simple. Christian Bonnet, donc, qui est, comme je vous l'ai dit, maître d'art. Alors, on va dire bonjour à Franck. Bonjour Franck. Hugo. Bonjour Hugo, merci pour ton invitation. Avec merci. Grand plaisir. Donc, et on a Steven que vous verrez si vous parlez anglais. On va faire une émission en langue anglaise et on aura donc le bonnet number 3, enfin number 4, parce qu'il y a aussi John, je crois, qui travaille également avec vous. Donc, tout de suite rentrons dans le vif du sujet, et il y a quelque chose qui est intriguant pour nous. C'est moi, quand j'écris dans mon premier livre de Parisian Gentleman, j'ai fait un chapitre sur la maison Bonnet, et je me souviens que le titre que j'avais choisi, c'était Que la lumière soit. Let there be light en anglais. Pourquoi? Parce que Christian Bonnet est l'un des derniers des Mohicans pour moi, c'est-à-dire une personne qui travaille avec des matières extraordinairement nobles, notamment l'écaille de tortue, on va en parler en détail, mais surtout j'aimerais comprendre ce que ça représente pour toi, Christian, cette nomination de maître d'art, c'est-à-dire au-delà de la distinction et de la fierté, j'imagine que ça représente. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ta vie d'avoir été nommé maître d'art par le ministère de la Culture en France? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est déjà beaucoup d'honneur, une reconnaissance professionnelle. C'est un grand plaisir. C'est une consécration, on va dire. Ouais. Mais bon, on est des artisans avant tout. Oui. On fait notre métier du mieux qu'on peut le faire. Oui. Et c'est simple, c'est surtout ça. Oui. Mais les distinctions, c'est très honorifique. Bien sûr. J'en suis ravi. Mais il y a une notion de transmission aussi, j'imagine, derrière maître d'art. Il y a une notion de préservation d'un savoir-faire, n'est-ce pas? Alors, raconte-nous un tout petit peu, pour démarrer, l'histoire de ta famille, parce que tu t'es pas inventé d'un seul coup lunetier comme ça. Je pense que c'est une tradition familiale. Raconte-nous un petit peu la maison Bonnet, d'où ça vient. C'est quoi l'histoire en quelques minutes? Eh ben, l'histoire de la maison Bonnet, en réalité, on est natifs du Jura, oui, tous. La capitale de la lunetterie. Le musée de la lunetterie est à Moret, dans le Jura. Donc notre famille était jurassienne. Le village où habitait mon grand-père, ce n'était que des bonnets, y compris le facteur. C'est pas donc vrai. il se trompait pas, y compris le facteur. C'était que des bonnets. Comment il s'y retrouvait? Voilà, il était de la famille. Alors quand même, tu reconnais ta sœur, ton frère. Tu veux dire que c'était que des bonnets? Des bonnets. Ils étaient tous liés familialement? Non, pas forcément, mais beaucoup de bonnets. Il y en a beaucoup en France, tu sais. Ouais. Pas autant que des Martins ou des Ménards ou des choses comme ça, mais il y a énormément de bonnets. D'accord. J'habite actuellement la Drôme, moi.
moi, c'est énorme ce qu'il peut y avoir comme bonnet. D'accord. Donc on est dans le Jura, et donc ouais. c'est ton grand-père là, donc qui devient le premier lunetier de la famille. Ouais, raconte-nous cette histoire. Ouais, ouais. Bah, et tout le monde, c'est comme autour de chez Michelin, tout le monde travaille chez Michelin. Oui. À Moret, tout le monde travaille les lunettes. D'accord. Ce qui est important pour ces auditeurs et téléspectateurs, oui. C'est aussi que le travail à la chaîne vient de la lunetterie. D'accord. Parce que dans le Jura, tout ce métier était découpé en des phases différentes, oui. Et les gens avaient une chaîne autour du cou où ils glissaient les faces de lunettes et ils allaient d'atelier en atelier. Qui la polie, qui la monte, qui la termine, qui l'ajuste, et ainsi de suite. Donc une division du travail. Le travail à la chaîne vient de la lunetterie, en réalité. J'ignorais ça. Ouais. J'ignorais ça. Et donc toi, c'est ton grand-père, puis après ton père a repris le flambeau. Oui, lui aussi un peu dans une version, on va dire, mécanisée, industrielle, où il est... Non. Du tout. Dans le temps, tu avais beaucoup d'opticiens qui avaient leur propre lunetier dans leurs ateliers. D'accord. Parce qu'avant... nous, on n'a rien inventé, mais avant, avant l'industrie de la lunetterie, les gens avaient des lunettes sur mesure. Les opticiens prenaient les tailles, il faut une quinzaine de mesures pour faire une lunette sur mesure, et dans leur atelier, et mon père était chef d'atelier de la maison Boideau, avenue Victor Hugo dans le 16e, qui existe toujours en tant qu'opticien. Hein. Voilà. Et mon père a monté son atelier en se spécialisant dans l'écaille en 1955. J'avais donc 6 ans. Ah ouais, ça date un petit peu, Franck. Donc, je comprends que c'est une histoire de famille, donc ça se transmet comme ça. Alors, je pose toujours cette question qui est un peu une question embêtante, parce que moi, j'ai vu tellement de gens qui se disent, bon, bah, je fais comme mon père parce que je suis un peu obligé, quoi. Tu vois, mon père est médecin et ou chirurgien. Je vais pas être ingénieur, je préfère être chirurgien. Mais est-ce que je connais votre famille plutôt bien? Je sais que vous êtes tous complètement dingues de lunettes. C'est-à-dire que, mesdames, messieurs, si jamais vous voyez un bonnet en face de vous, ce qui va se passer, c'est qu'en 30 secondes, ils vont commencer à vous mettre des lunettes sur le nez et ils peuvent pas s'empêcher. Et à chaque fois qu'ils me regardent, moi, ils me disent « Ah, ta lunette, faut qu'elle bouge un petit peu comme ça, etc. » Donc, c'est une seconde nature pour eux. Mais toi, donc, Franck, t'as marché dans les traces de ton père. Et excuse-moi de te poser cette question un peu, comment dire, un peu directe, mais est-ce que c'est par complaisance ou est-ce que c'est vraiment par choix parce que tu es tombé toi aussi amoureux de ce métier? Ah oui, non, c'est vraiment par choix et même il a fallu insister puisque papa voulait que je fasse des longues études comme tout papa veut avec ses enfants, etc. Et c'est un travail très très dur. Papa a beaucoup travaillé toute sa vie et c'est un boulot très dur. Il faut parfois refaire alors qu'était la dernière minute de polissage. Eh bien, un fil sort, quelque chose ne va pas et tu recommences à zéro. Ce sont des boulots difficiles. Et papa aurait préféré que je fasse de longues études alors que moi, depuis tout gosse, je dessine des lunettes et puis j'ai toujours traîné dans l'atelier en train de piquer un petit bout d'écaille par-ci, par-là pour essayer de fabriquer quelque chose. Et il m'a dit, il a toujours été d'accord pour que je rentre dans l'atelier officiellement après mon bac, ce que j'ai fait. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment une histoire qui se répète ça. Moi, mon papa, il voulait que je sois banquier ou assureur. Moi, je voulais être artiste. Alors évidemment, il me disait, tu sais, mon fils, artiste, c'est quand même un peu vague comme histoire. Et puis surtout, est-ce qu'il y a de l'avenir? Son propre père, mon grand-père, était artisan bottier et cordonnier, mais ses propres parents ont lutté contre lui parce qu'ils disaient non, vaut mieux que tu rentres à la SNCF, tu vois, plutôt que d'être artisan bottier. Donc il y a toute cette chose-là. Mais bon, ceci étant, nous sommes tous des papas et on a envie que nos fistons réussissent. Mais j'aime bien aussi cette notion de transmission. Alors, on parle avec bonnet, évidemment, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, j'aurais dû peut-être commencer par ça. On parle de lunettes sur mesure. Vous êtes tous, si vous êtes des auditeurs et des téléspectateurs et des abonnés des discussions sartoriales, vous savez qu'on parle de bespoke, parce qu'on n'a pas de mot en français, on traduit ça par grande mesure, nous, généralement. C'est pour faire la différence entre la petite mesure et la grande mesure. La petite mesure, c'est des garçons qui vont prendre vaguement 3 mesures. Et puis de faire un costume, c'est un peu pareil, j'imagine, dans la lunette, ils vont vaguement t'adapter à un modèle déjà existant, etc. Alors que la grande mesure, chez Bonnet, notamment, c'est vraiment de la grande mesure. Par exemple, Franck, combien de mesures vous prenez pour un visage normal? Ça représente combien de mesures? Environ 12 mesures pour fabriquer la lunette. Et encore, ensuite, 6 mesures pour optimiser les verres, la correction, parce que tu sais que maintenant, on embarque aussi de la haute technologie. Il y a des verres progressifs qui te redonnent la vision à
toute distance. Oui. Et donc, pour optimiser ces petits chefs-d'œuvre de technologie, oui. On a encore 6 mesures supplémentaires, donc 14 et 6, on est à 20 mesures. Ah ouais, d'accord. Et donc, c'est du travail de haute précision. Alors moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est cette espèce de mix entre de la haute technologie, parce que tu me disais que, par exemple, en France, on est parmi les meilleurs au monde en termes de technologie sur les verres notamment et sur les alors bien meilleur que dans le monde anglo-saxon et donc c'est cette fusion entre la technologie et l'artisanat pur qui fait la spécificité de la Maison Bonnet. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, tout à fait. On garde, si tu veux, on travaille exactement avec les mêmes outils que mon père et mon arrière-grand-père. Chez nous, tu sais, quand tu arrives, tu prends les outils du grand-père. Quand papa est arrivé, quand moi je suis rentré dans l'atelier, papa m'a donné les outils de mon grand-père. D'accord. Et puis quand lui est rentré, certainement qu'il a eu les outils de son grand-père, puisque son père était encore là en train de se servir de ces outils. D'accord. Donc déjà, tu sais, quand tu prends ces objets-là, quand tu vois les manches qui sont déjà patinées avec l'empreinte des doigts de ton grand-père, tu vois, il y a déjà quelque chose qui passe et puis qui est presque spirituel, tu comprends? Ouais, ça me fout la chair de poule un peu. Tu vois, directement. Alors, parlons aussi de quelque chose. Donc, j'écris dans mon livre que quand je dis que tu es le dernier des Mohicans, Christian, c'est par rapport à ton âge, parce que tu es encore un jeune homme très fringant, mais c'est plus par rapport à... Alors, on va clarifier les choses tout de suite, parce que je sais que ça intrigue beaucoup de gens. La Maison Bonnet est une des dernières maisons à travailler l'écaille de tortue. Bon, on sait, j'ai révisé un petit peu, qu'il y a eu une convention à Washington dans les années 70, 73, c'est ça, je crois, 74, qui a interdit donc la chasse à la tortue, je sais pas comment on peut appeler ça, qui interdisait de tuer des tortues pour leur récupérer la carapace, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, comment avez-vous fait pour... Est-ce que ça veut dire que le stock de tortues que vous avez date d'avant 1974 ? Je pense que c'est important de clarifier ça pour nos auditeurs. Bien sûr, c'est tout à fait exact. Oui. Le stock que nous avons et que nous sommes autorisés à travailler, il est un stock pré-convention avant 1974. En 1974, 157 pays au début de cette convention ont ratifié cette convention. Oui. Donc à partir de ce moment-là, on a eu l'autorisation uniquement de travailler notre stock, parce que toute importation était interdite. C'est encore le cas aujourd'hui, évidemment. Il faut savoir que l'écaille de tortue que nous travaillons est une écaille d'une tortue marine, une tortue qui vit dans l'eau. Oui. On a 7 races de tortilles marines en mer, une seule, l'Eretmochelys imbricata, tortue carrette de son nom commun, qui a des écailles sur le dos. Sa carapace est formée de 13 écailles. Toujours 13. Comme les écailles d'un poisson. Incroyable. Toutes les autres ont une carapace homogène, avec un tracé d'écailles. On voit le dessin des écailles, mais la carapace est homogène. On ne peut pas prélever les écailles, comme vous aurez l'occasion de le montrer tout à l'heure. Ça, c'est de l'écaille de tortue, donc. Exact. Alors vous voyez, on va le tourner tout à l'heure avec un peu plus de lumière, parce que c'est quand j'ai écrit que la lumière soit, et la lumière fut d'ailleurs, puisque ce livre a eu beaucoup de succès, et avec ce beau chapitre sur la Maison Bonnet et beaucoup d'autres artisans, je parlais que la lumière soit, parce que ce que j'aime avec cette écaille-là, c'est que ça laisse passer la lumière. Et il y a quelque chose qui pour moi est de l'ordre presque du spirituel, c'est-à-dire que une lunette, soit ça peut faire obstacle à la lumière, soit ça peut au contraire magnifier un visage en laissant... Alors, c'est peut-être ma définition. D'ailleurs, je crois que j'avais fini le chapitre en citant Michel Audiard, j'adore Michel Audiard, qui disait « Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Et j'adore cette citation. Et d'ailleurs, moi, pour bien connaître un tout petit peu Christian, Steven et Franck, je pense qu'ils sont un peu fêlés, ces gens-là, pour faire ce travail-là. Alors, raconte-nous également, Christian, les propriétés de l'écaille de tortue, parce que j'ai cru lire que c'était de la kératine. En fait, c'est comme si c'était les cheveux de la tortue, et ça a des propriétés particulières, l'écaille. Oui, tout à fait. Énormément de propriétés. Oui. Cette matière, c'est comme tu viens de le dire très justement, c'est de la kératine, comme nos ongles et nos cheveux. C'est les ongles de la tortue. D'accord. Et elle a des propriétés extrêmement importantes, c'est-à-dire, pour commencer déjà, sa transparence, pour en revenir à ce que tu venais de dire, un plastique
et tu portes une monture, ce qu'on appelle cristal en couleur, oui. Le plastique est toujours flou, même si on a l'impression qu'il est assez transparent. Oui. Or, l'écaille est complètement transparente. À travers une tache blonde, une jaspe en écaille, on appelle ça une jaspe. Une jaspe. Blonde de l'écaille, oui. Tu peux lire un texte. Aucune déformation. Incroyable. C'est complètement transparent. C'est un miracle de la nature. Tout à fait. Bon. Mais la nature, il n'y a rien de plus beau que ça. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, elle a d'autres propriétés, comme la légèreté oui. par rapport à sa densité. Elle est extrêmement rigide, oui. ce qui nous permet d'ajuster parfaitement une lunette sur mesure sur le nez du client. Oui. Et pour optimiser la technologie que te disait mon fils, oui. des verres. Parce que si tu as une très bonne technologie de verre, oui. mais que tu as une lunette qui est mal chaussée, mal centrée, et ainsi de suite, oui. La lunette et les verres sont complémentaires, mais il faut que ce soit parfait tous les deux. Oui. Pour avoir une bonne correction, il faut avoir une lunette parfaitement ajustée. Oui. Les progressifs, comme vient de le dire Franck, oui. C'est très ajusté. Si la lunette, elle bouge constamment, oui. C'est pas possible. T'es jamais dans la bonne correction. Moi, la première fois que j'ai mis une paire de lunettes bonnet, j'avais l'impression de voir en haute définition. Ouais. Parce que généralement, et c'est ça le fondement de la lunette sur mesure, c'est que les gens, on est bien sûr dans l'esthétique, on est bien sûr quand même dans un objet artisanal qui a pour vocation d'être beau. Mais, et c'est là votre particularité, il a aussi pour vocation de vous aider à mieux voir. Et moi, j'avais pas cette éducation, parce que j'ai eu des lunettes. Moi, je porte des lunettes depuis que j'ai 4 ans, je crois. C'est une drôle d'histoire, parce qu'un jour, j'étais au fond de la classe, donc 6 ans, et puis je voyais rien. Mais je savais pas que je voyais rien, parce qu'on me l'avait jamais dit. Non. Et donc, qu'est-ce que je faisais ? La maîtresse, je me souviens, elle montrait des objets, il fallait qu'on cite les objets. Et un vélo, une carabine, une canne à pêche, un castor. Et puis, un jour, elle a changé le tableau. Elle a montré une carabine et j'ai dit un éléphant. Et là, ils se sont dit, oh, le petit Jacomet, il a un problème. Parce que, je te jure que c'est la vérité. Et donc, j'ai découvert, si tu veux, avec ma première paire de lunettes bonnet, qu'il y avait vraiment déjà au niveau de comment la lunette te chausse. On peut dire ça? Chausser? On dit chausser. Chausser. C'est-à-dire que tu peux chausse sauter. sa monture. Voilà. Tu peux sauter en parachute, tu perds pas tes lunettes. Elles sont réellement comme ça. Mais, aussi, cette notion d'un seul coup. J'étais pas conscient, par exemple, je vois que ça. Les gens qui n'ont pas les yeux centrés dans leurs lunettes. C'est-à-dire, les gens, ils regardent quasiment à la périphérie de leurs lunettes, et ça fait partie de votre travail. Franck, je sais qu'il y a quelque temps, papa donc étant, alors quand je dis Dernier des Mohicans, j'adore ça, c'est très, c'est tendre, hein, quand je dis ça, Dernier des Mohicans. Comme ça, Hugo, voilà. bien sûr. Il travaille l'écaille, c'est un travail très particulier. On parlera d'ailleurs du feu. Tiens, parlons-en tout de suite. Le feu, c'est important dans le travail de l'écaille. Oui, pourquoi? Oui. Pourquoi on travaille avec le feu? Parce que la flamme est grasse. On travaille à l'huile et à la flamme parce que n'importe quel air chaud déshydraterait la matière. Oui. Et la matière a besoin d'être graissée en permanence. Donc, quand tu chauffes une écaille à la flamme, oui. Le port de l'écaille s'ouvre. Oui. L'huile qu'on pose dessus, qui est un mélange qu'on fabrique nous-mêmes à base de vaseline, de sel, entre à l'intérieur de la matière. D'accord. Donc tu attendris la matière tout en la nourrissant. Quand ton monture est trop sèche, la mienne, tu vois, commence déjà un petit peu à se patiner, elle a perdu un peu de son éclat. Oui. On lui fait, avant de la repolir, on lui fait un bain d'huile chaude. Oui. Le port de l'écaille s'ouvre, c'est très sensuel ce qu'on fait aux lunettes. Quand vous avez le dos tourné, on fait donc un massage à l'huile, on se sert d'huile chaude, et puis en même temps, on la reforme comme ça, avec la chaleur et l'huile, tu regresses par l'intérieur. C'est un massage à l'huile, oui. C'est bon, ça. Ouais. C'est pas mal, hein, ça donne donc, envie. si je comprends bien, alors, je pense que là, on va faire un peu d'éducation. Donc, toi, tu portes une écaille de tortue, là, sur toi. Oui. Alors, la tienne est presque brune, je sais pas comment on dit, elle est presque noire. Elle est cerise. En fait, la lumière va rentrer à l'intérieur simplement quand un rayon de lumière passe, tu vois. Elle est beaucoup moins noire que du vrai noir. Le noir, c'est beaucoup plus graphique. Oui. Tu vois, si tu peux montrer. Si je chausse une lunette noire, d'un seul coup, tu vois, c'est beaucoup plus fort, plus graphique. C'est trop graphique. Là, on voit là, je suis dans un cerise mûr, tu vois, presque noir, mais au moindre rayon de lumière, elle va s'allumer rouge. On va te montrer tout à l'heure. D'accord. Et alors, par contre, toi, Christian, elle est beaucoup plus claire. Donc, on appelle ça, elle est plus blonde, c'est ça? Rosé. On appelle ça un rosé. D'accord. Elle est un mélange d'écaille blonde et de cerise claire, ce qui donne un rosé. Mais tu sais, la couleur, parmi nos feuilles d'écaille, on la crée. On la crée.
Parce que si on met deux morceaux, un morceau de blond et un morceau de foncé devant, on annule le blond. Donc il faut tout contraster, tout voilà. Alors par exemple, si je prends cette feuille-là, si quelqu'un, alors je sais qu'on parle d'extra blond chez vous, c'est-à-dire des choses qui est le sommet de la lunetterie en écaille. La Rolls. Voilà, ça veut dire que tu vas prélever sur ce morceau-là, par exemple, tu vas prélever juste les parties blondes. Tout à fait. Mais c'est un travail de dingue. Mais c'est un travail de dingue, l'a dit Franck. Ah ouais. C'est d'une exigence et puis mais c'est très agréable, c'est notre métier. Écoute. À ton époque, à l'époque de ton père et de ton grand-père, on faisait aussi beaucoup d'autres objets en écaille de tortue. On faisait des peignes, on faisait tout un tas de choses comme ça. Tout à fait. Il faut savoir que le plastique, qui est commun pour tout le monde aujourd'hui, il est 1870. D'accord. C'est tout. Ah ouais, donc il récent. est 19e siècle, fin 19e siècle. Et donc avant, tout était en matière naturelle, en corne, buffle, bœuf, en écaille, en os, toutes ces matières naturelles. D'accord. Alors j'ai une question qui est sans doute un peu difficile et presque pas triste, mais un stock comme le vôtre, à un moment, il va disparaître. Je veux dire, ou alors vous en avez vraiment beaucoup, c'est-à-dire que c'est un stock qui s'amenuise, j'imagine, d'année en année. Qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez plus de tortues? C'est une bonne question, hein. Ah oui, c'est une bonne question. Ouais. Je ne veux pas y penser, Hugo. Bon, de toute façon. J'espère que ça se passera jamais, parce que l'écaille est pas complètement interdite, elle est réglementée. Ah donc tu as le droit de prélever un tout petit peu. Oui, mais sur des stocks pré-convention. Il arrive régulièrement que des gens, peut-être de tes auditeurs, de tes lecteurs, nous téléphoneront à la suite de ton émission et diront mais moi, dans la famille, dans le grenier, j'ai une tortue que mes parents avaient ramenée des îles. Ça arrive, ça. Ah, mais ça arrive régulièrement. Il y a 15 jours, on a réussi à... Alors, on nous propose ça, on les achète, bien sûr. Donc, c'est très peu, mais ça permet de tenir. Il faut savoir que la lunette en écaille, c'est le sommet de la pyramide. Évidemment. Et on n'en fait pas une tous les jours. Hein, bien sûr, non plus. Bien sûr. Donc, et alors, ce que je crois, donc il me semble que, alors je ne sais pas si c'est il y a une dizaine d'années, ou un petit peu avant, ou un petit peu après, c'est que ton fiston, toi, tu me disais l'autre jour, toi, tu voulais continuer à faire de l'écaille de tortue, parce que c'est ton job, c'est ce que tu aimes faire, et tu voulais continuer là-dessus. Et peut-être tes fils, la nouvelle génération, a dit, mais papa, ce serait peut-être bien aussi de mettre l'expérience Bonnet, qui est parmi, si ce n'est le plus grand lunetier au monde, est français. Vous vous rendez compte, mesdames, messieurs, vous savez, en France, on a cette espèce de complexe un peu débile. On a toujours l'impression qu'on est à la traîne. Mais là, on a, notamment dans le domaine artisanal, on a des artisans qui sont au sommet de la pyramide. Et donc, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai écrit un chapitre quand même sur mon livre, donc j'ai dû étudier un peu la famille Bonnet, il me semble que c'est toi, Franck, ou avec Steven, je ne sais pas comment. À un moment, tu t'es dit, bon, il faut qu'on sorte de l'écaille de tortue uniquement et qu'on fasse autre chose et qu'on s'ouvre à d'autres matières. Ça s'est passé quand, ça? Oui, en fait, tu sais, Hugo, la raison pour laquelle nous sommes les gardiens des derniers gestes, enfin, des gestes du sur-mesure, de la monture unique, en fait, c'est dû à la matière. D'accord. En fait, dans les années 50, comme papa le disait tout à l'heure, dans les années 50, l'industrie arrivait et tous les lunetiers se sont mis à s'outiller, prendre des machines, etc. Et puis, l'écaille, déjà dans les années 50, c'était déjà quelque chose de très très rare. Oui. Donc en fait, tout le monde a pris le chemin de l'industrie et mon grand-père, lui, a choisi de continuer à travailler avec l'écaille. Et l'écaille, tu peux la travailler avec aucune machine. Il te faut une sensibilité, il y a quelque chose à comprendre dans l'écaille d'un morceau à l'autre. Une est plus dure, l'autre est plus tendre. Tu peux le travailler à la main parce qu'en permanence, tu dois comprendre, sentir le morceau auquel tu as affaire. Donc en fait, on est resté les derniers gardiens du sur-mesure et de la monture unique. D'accord. Une monture pour un visage. Oui. Ça, plus personne ne sait le faire. Tu as 3-4 types en France qui savent le faire, et on appelle ça des prototypistes, mais ils bossent pour l'industrie, les gars. Tandis que nous, on a toujours, donc on nous a transmis les gestes, mais aussi l'esprit de fabriquer une lunette pour un Et ça, donc, vous avez décidé finalement d'élargir le spectre. Tout à fait. Avec, donc, si je crois, la corne de buffle, corne de buffle, corne de bélier, corne de zébu, corne de buffle d'eau.
D'accord. Et ça, c'est moins régulé que la tortue. C'est pas régulé. C'est pas régulé. Tout va bien. Et l'acétate de coton, donc moi je porte ça, c'est de l'acétate, donc c'est Exactement. C'est du plastique. Acétate de cellulose, c'est un plastique noble. Enfin, noble, non, on peut pas utiliser le mot noble pour le plastique, soyons raisonnables. Oui. Mais en fait, c'est de l'acétate de cellulose, c'est à base de perles de bois et de fleurs de coton. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est relativement analergique. Oui. C'est un plastique qu'on peut porter sur la peau. Mais D'accord. ça sera jamais aussi intime que l'écaille de tortue qui est faite de kératine, qui est exactement le même matériau que tes ongles. Alors, puisque tout à l'heure, on disait les ongles et les cheveux. Alors, l'écaille de tortue, c'est plus comparable à la kératine de l'ongle, et la corne de buffle est davantage comparable à la kératine du cheveu. Dans l'écaille de tortue, on n'a aucune fibre, rien du tout, transparent comme le cristal. Ça, c'est de l'écaille véritable. J'espère qu'on va en parler. Incroyable. Tiens, regarde Cosmas, can you zoom in? Regarde là. Alors ça, c'est une extra blonde, comment on appelle ça? Ah oui, c'est le plus clair qu'on puisse faire en écaille. C'est la Rolls. Ça coûte le prix d'une voiture, d'une belle voiture, hein, ça. Oui, la matière brute qu'on peut plus importer, comme on en a parlé justement, a toujours coûté très très cher parce que sur 2 kilos d'écailles que tu peux avoir sur une tortue, tu as quelques grammes de l'onglon blond de la queue sous la queue de la tortue, et donc c'est rarissime. Incroyable. C'est beau, on est plutôt dans l'ongle, on est dans quelque chose de cristallin. Et sur la corne de buffle, on est plutôt dans la kératine de tes cheveux. Et d'ailleurs, tu vois une fibre, tu vois un fil. On va montrer Alors ça se travaille caméra. de manière très différente. Ici, là, c'est ça. Tu vois un fil. Et ça, c'est pareil, on est sur un produit naturel. Donc kératine à 100%, mais plus semblable à la kératine des cheveux. Et là, on est plus semblable à la kératine de l'ongle. Ça se travaille Pour nous, c'est très différent parce que nous, tu comprends, on la travaille avec les mains et elle réagit très différemment. J'ai une question peut-être un peu stupide, mais il y a beaucoup de gens qui font des produits de beauté, par exemple, ou des produits pour la peau, et qui utilisent la kératine comme une espèce de vitamine pour la peau. Enfin, genre, excusez-moi s'il y a des scientifiques qui écoutent, hein, vous n'oubliez pas de commenter dans les commentaires si j'ai dit une grosse bêtise. Mais est-ce que ça a aussi des vertus pour la peau? Il n'y a pas plus intime, puisque tu portes une matière qui est la même matière que ton corps produit. Donc, il n'y a pas de sudation. Oui. Elle ne crée pas de sudation. Elle prend la température du corps. Quand il n'y a pas de sudation, du coup, elle ne glisse pas. C'est génial. C'est génial. Quand on a porté une matière naturelle. Quand tu casses une branche, ça peut arriver, j'imagine, de tortue, c'est réparable? Naturellement, puisque la lunette, elle est constituée que de morceaux différents, comme tu l'as montré très justement. On va prélever selon la couleur que l'on fait, le morceau qui correspond à la couleur que l'on veut obtenir, et après on va greffer, c'est-à-dire que nous on va faire en une demi-heure, 1 heure sous la presse, greffer tous les morceaux, ce que la tortue, elle va mettre des décennies à construire en s'épaississant. Incroyable. Mais j'ai vu dans l'atelier de mon père des écailles faire 90e d'épaisseur. 8 mm. La tortue avait une centaine d'années, voire plus. Ça vit à peu près 100-120 ans, une tortue carrette. Incroyable. Je voudrais revenir, si tu le permets, avec Hugo, grand plaisir, sur les qualités que tu as dit tout à l'heure. Et forcément, comme souvent, on dévie un peu du sujet premier. Bien sûr. Les qualités très importantes de l'écaille, c'est sa légèreté par rapport à son épaisseur, à sa ductibilité, et surtout l'anallergie. On ne connaît pas d'allergique à l'écaille. Les scientifiques dont tu viens d'aborder le sujet la donnent analergique à 99%, parce qu'ils se sont dit, si un jour on a un sujet allergique à l'écaille, on ne sait jamais, au moins on aura pris cette précaution. Ça ne se connaît pas. Ça se connaît pas. Si à un moment de ton interview, tu veux aborder quelques anecdotes, je t'en citerai une dans ce sujet. Allez, allons-y maintenant. Un jour, les magasins Perrier à Chambéry, des clients très anciens, m'appellent et ils me disent « Monsieur Bonnet, on a une cliente là, elle vient de perdre son fils brutalement dans un accident de voiture, décédé, évidemment, et elle est le visage plein de boutons de partout. Elle ne supporte plus aucune matière. On a tout essayé, c'est pas une dame qui a forcément des gros moyens, on a tout essayé, même l'or, les plaquettes en or, rien n'y fait. Il nous reste une réaction allergique allergique à tout matériau.
J'ai dit, écoutez, moi, ça n'existe pas d'allergie à l'écaille. Donc, je suis allé là-bas, j'ai fait une monture sur mesure à cette dame qui n'avait pas de gros moyens, donc en écaille toute noire, qui est un premier prix. Elle a les mêmes propriétés qu'une extra blonde, mais elle est beaucoup moins rare que l'onglon blond. Donc j'ai fait une lunette à cette dame en écaille noire, elle l'a portée, elle avait pratiquement plus de manifestations sur le visage. Mais elle en avait encore un peu. Ben, je n'y croyais pas à ça. J'ai dit, renvoyez-moi la lunette. Il m'a renvoyé la lunette, je l'ai poncée. Je l'ai remise à nu. Et ben, après, plus aucune manifestation. Elle était encore allergique aux produits à polir. Incroyable. Aux produits à polir. Ah oui, voilà. Incroyable. Ça, c'est un exemple. J'en un dans ma vie comme ça, à ce point. À ce point. Il y a eu d'autres petites allergies, mais à ce point, un seul. Alors vous savez, mesdames, messieurs, enfin vous le savez peut-être pas, la Maison Bonnet fabrique donc des lunettes pour je ne sais pas combien de nationalités. Il y a des gens qui viennent du monde entier. Dans la jolie boutique près du Palais Royal, c'est ça, à Paris. Et puis à Mayfair aussi maintenant. Et maintenant à Mayfair à Londres. Alors, on va parler un tout petit peu parce que alors tout ça est extrêmement passionnant. Moi, j'adore. Ça me passionne parce que là, on est au cœur de ce qu'on fait. Parce que je voudrais juste faire un tout petit commentaire, Christian et Franck. Quelque chose qui est très important. Nous, quand on parle de costumes sur mesure, quand on parle d'élégance masculine, quand on parle par exemple de souliers très beaux, faits à la main, il y a aujourd'hui, dans notre milieu, une tendance, alors c'est plutôt sympathique parce que les gamins, tous les gens qui nous suivent, alors quand j'ai les gamins, moi j'ai 57 ans, Christian peut-être un tout petit peu plus, bon, lui c'est un gamin par rapport à nous, mais quand j'ai les gamins, c'est pas péjoratif, encore une fois c'est affectueux, toute la jeune génération qui nous suivent, quand ils découvrent le monde sartorial, ce qu'on appelle le monde de l'élégance masculine, et qu'ils découvrent la patine sur cuir, ils se font des fois faire des chaussures qui pétaradent. Et donc, je leur dis toujours, attention, tout est une question d'équilibre. Parce que si tu mets des chaussures avec une patine verte et pétante, les gens, quand ils vont te serrer la main, ils vont te regarder les pompes. Et c'est pas tout à fait ce qu'on veut faire. Et donc, tout le travail de l'élégance masculine, c'est de faire en sorte que tu sois élégant, mais d'attirer l'attention d'autrui sur ton visage, ce qui est quand même la chose la plus importante. Et donc vous, là, vous avez un rôle capital à jouer, puisqu'on voit que ça. C'est comme ça qu'on définit le style de la Maison Bonnet. La Maison Bonnet, quand tu portes une lunette Maison Bonnet, la lunette ne passe pas devant toi. Elle t'accompagne et même, je dirais, elle t'annonce. C'est-à-dire qu'elle encadre ton regard, elle souligne, elle maquille parfois les signes du temps. Si on a une cerne sous l'œil ou une poche ou quelque chose comme ça, on peut le maquiller en la cachant sous le cercle inférieur. Donc en fait, toutes ces contraintes, la forme de ton nez, les asymétries, sont pour nous, si tu veux, des sources d'inspiration. C'est grâce, on part d'un modèle qui nous influence, on choisit avec le client, et ensuite, on va changer la forme de cette pièce parce qu'on va aussi faire avec les traits naturels de ton visage, ce qui fait que ça devient la tienne. Ce qu'on essaie en boutique, ce ne sont que des influences. Ce qu'on fait pour toi, c'est la bonne balance entre ce que tu as aimé en boutique, les bonnes épaisseurs, les bonnes proportions, la forme, et puis et puis les mesures de ton visage. Et donc voilà, c'est les contraintes qui créent. Pour le traduire en une phrase, en fait, il n'y a pas deux lunettes bonnet qui sont strictement identiques. Non. Alors c'est rigolo parce que on a essayé d'avoir un peu plus de stock dans nos boutiques parce que les gens souffraient de devoir attendre systématiquement minimum 2 mois. Parce qu'il faut attendre, les gars. C'est-à-dire, c'est un peu le paradoxe. C'est comme chez Cifonelli, c'est comme chez Cortet, c'est comme chez Stéphane Jiménez. Tu payes 10 fois plus cher que tout le monde, mais t'attends 10 fois plus. Ce qui est quand même un vrai paradoxe. Mais en même temps, pour nous, je trouve ça extraordinaire de redonner aux gens la valeur du temps. C'est-à-dire, et surtout, cette notion de dire, quand tu rêves à un objet, qu'est-ce que c'est bon d'attendre. Tout à fait. Parce que si tu as tout comme ça d'un seul coup... Ils sont comme des fous. Oui. Même, tu sais, même un milliardaire, Steven, la dernière fois, a envoyé la photo du gars, il a dit « j'affrète mon avion immédiatement ». Les gars sont comme des fous. Et on a vu parfois des gars avoir
des gens qui peuvent tout avoir, Oui. Hugo. Je ne citerai pas de nom, mais ils peuvent vraiment tout avoir. Avoir un truc, comment te dire, une espèce d'émotion, le menton qui tremble. Oui. D'avoir quelque chose enfin fait pour eux, se trouver sexy, parce que c'est quand même très important. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'il y a d'ailleurs de plus important, et c'est aussi comme ça qu'on peut définir donc le style. Donc il suffit pas de mettre des grosses pièces, parce que comme tu viens très justement de le dire, si on te dit toute la journée tu as des belles lunettes, c'est que quelque part elle est passée devant toi. Exactement. C'est bien dommage. Donc tu dois toi-même l'oublier par son confort, et les gens aussi doivent l'oublier, parce qu'en fait l'exercice que nous on favorise, c'est le fait qu'elle s'intègre tellement qu'on la remarque plus, parce qu'elle est une petite partie de toi. Tu sais, comme l'assaisonnement d'une salade. Oui, l'assaisonnement d'une salade. Ça doit être aussi subtil que l'assaisonnement d'une salade. Si tu sens l'assaisonnement, eh bien ça marche plus. C'est la salade. C'est vrai. Mais les deux doivent, tu vois. Moi je dirais aussi par exemple comme les tanins dans un vin. Ou comme le goût du bois dans un vin. Tout à fait. Si tu le sens trop, si le bois prend le dessus, comme malheureusement, on habite la moitié de l'année aux États-Unis avec Sonia, on a l'impression de boire du bois directement, parce qu'eux, ils ont même le droit de mettre des... Je crois, je ne veux pas donner des secrets industriels, mais enfin, ils torsionnent un tout petit peu. Par contre, tu vas en Bourgogne, c'est l'inverse. On a reçu à cette table notre ami Jean-Louis Patelli de la maison de Sellevilla qui fait des grands pommards, qui fait des grandes bouteilles, et qui m'expliquait qu'en Bourgogne, il plantait le plus grand nombre de pieds à l'hectare, de très 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 loin. Pourquoi ? Parce qu'il voulait surtout qu'un pied avec trop de raisins tue le terroir. Donc ils veulent avoir le minimum de raisins par pied pour que le terroir s'exprime. On n'affaiblit pas la terre. Exactement. Et c'est quelque chose qui est commun à tout l'artisanat, cette espèce d'équilibre difficile à trouver entre le respect de la nature et le geste de l'homme. Parce que le vin, ça n'existe pas dans la nature. C'est une interprétation de la nature qu'on a fait. Une paire de lunettes, ça n'existe pas dans la nature. C'est une interprétation, une utilisation de la nature telle qu'elle est. Et c'est ça qu'on aime. Alors, on va quand même... Alors, c'est très glamour. Chez Bonnet, mesdames, messieurs, moi j'ai vu des gens, d'ailleurs vous avez tous vu des gens porter des lunettes Bonnet, vous le savez peut-être pas. Alors on a devant nous, allez, on va se regarder quelques paires mythiques. Allez, Christian choisit une paire que tu as fait pour quelqu'un que tu aimais beaucoup, avec, je sais pas, un souvenir peut-être à partager. Alors, je peux vous le dire, il y a du Le Corbusier, il y a du Yves Saint Laurent, il y a du Jean Gabin. Montre-moi la Jean Gabin. C'est quoi ? Ici ? Celle-ci. Alors on va essayer de l'attraper. Hop. Ça, c'est une paire qui a été créée pour Jean Gabin. Tout à fait. Alors raconte-moi, c'est ton Puisque chaque de nos montures sont faites pour la personne qui va les porter. Donc c'est ton père qui a fait ça pour Jean Gabin ? Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, il est plutôt de la génération de mon père, oui, bien sûr, Jean bien Gabin. sûr, Hein. bien Oui, sûr. oui, bien sûr. Ça, c'est la Gabin. Prends-en une que toi, tu aimes particulièrement. Écoute, moi, je vais prendre la petite ronde. J'ai toujours aimé les petites rondes. Ouais. Et celle-ci, elle va parler à tout le monde, parce que c'est la lunette que je faisais à Mr. Pay. Ah, c'est la pyramide du Louvre. Celui qui a fait la pyramide du Louvre, tout à fait. Un personnage chino-américain, mais que j'adorais. Il était déjà vieux quand je le rencontrais. Il n'était pas loin pas loin d'une centaine d'années, mais très agréable. Et puis voilà, j'ai toujours aimé les lunettes rondes. On a toujours eu une lunette ronde dans nos collections. Ça, c'est une écaille. Toujours. Une écaille. C'est ce qu'on appelle jaspé clair. D'accord. C'est incroyable, ça pèse rien. Rien du tout. D'accord. Je crois qu'il y a du. Alors notre réalisateur est grec. Donc on peut pas. Je crois que vous avez Monsieur Onassis. À ta main, papa. Alors ça, c'est un modèle que tu as fait pour Aristote Onassis. Tout à fait. Ouais. Alors là, à l'époque, c'était mon père. Ouais. Aristote Onassis, son opticien, était la maison Pinton, rue de la Pompe, dans le 16e. D'accord. Et donc, il a plusieurs modèles. On en a plusieurs des modèles d'Aristote Onassis. Oui. Ça, c'est une Aristote Onassis aussi. D'accord, je vais les montrer à la caméra. Voilà, montre à la caméra. Il avait une quantité phénoménale de lunettes, évidemment. Il avait autant de lunettes que de bateaux. Peut-être plus de lunettes que de bateaux. Tout ça, c'est Onassis aussi. Tout ça, c'est des variations. Aristote Onassis commandait les lunettes par 12. Par 12 Par 12. Il en était complètement accro. Et c'est d'ailleurs Aristote Onassis qui a fait présenter... En fait, il avait Monsieur Pinton et Monsieur Sarfati
rappelle-toi, Monsieur Sarfati, en bas du Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Moi, je me dis, rappelle-toi, mais moi, c'est juste que je me rappelle de ce que tu m'as raconté. Ouais. En fait, c'était le Concorde Lafayette était le premier grand palace parisien. Oui, oui. Et donc, Onassis descendait au Concorde Lafayette. Et il y avait un tout petit magasin d'optique qui était tenu par Monsieur Sarfati. Et donc, Onassis allait chercher ses lunettes chez Monsieur Sarfati. Monsieur Sarfati appelait mon grand-père Robert, qui venait avec ses écailles, ses réglets, il prenait les mesures. Et puis, il n'y avait pas un passage de Monsieur Onassis à Paris sans qu'il ait à devoir venir chercher ses lunettes. Il adorait ça. Vous avez fait des lunettes pour sa femme, Jackie Kennedy? Jackie Kennedy, Maria Callas. C'est-à-dire que... Sans déconner. Notre métier, c'est que du bonheur, tu sais, Hugo. Incroyable. Ouais. Parce que j'avais lu déjà sur vous des articles en disant mais leur clientèle, elle est presque surréaliste. C'est irréel d'avoir fait des lunettes pour Jackie Kennedy, pour Aristote Onassis, pour Jean Gabin, pour Jacques Chirac. Jacques Chirac, plein. Voilà. Ces fameuses grosses lunettes là, c'est vous qui les faisiez. Plusieurs formes. Bien sûr. Tu as la forme. Là, on l'a montée solaire parce qu'elle est un peu. Bon, c'est difficile. Si tu la montes en verre blanc, c'est tout de suite tu es déguisé en Chirac. Alors c'est vrai. Vas-y, mets-la juste pour rire. En solaire, ça va beaucoup. Écoutez, mesdames, messieurs, bonjour à tous, bonjour à tous. Ah ouais, c'est Chirac. Ouais, c'est Chirac. Incroyable. C'est pareil, il avait 2-3 formes différentes. 2-3 formes. Mais celle-là, c'est la plus connue. Et alors, je crois que vous avez fait pour Le Corbusier aussi. Ah oui. C'est là-bas, c'est ça? Elle est de mon côté. Donne-la-moi. Ah ouais. Monsieur Le Corbusier, qui avait dessiné, en grand architecte qu'il était, lui-même sa forme de lunette, sa forme de branche, avec des exigences particulières dans les biseaux de la lunette. Nos lunettes, rien qu'une branche, elle a 8 facettes différentes pour capter la lumière de partout. Tu as 2 aplats, intérieur, extérieur, et tu as un plat au-dessus et 2 biseaux de chaque côté sur les tranches. Ça fait 8 facettes différentes. Et Le Corbusier avait dessiné lui-même son modèle. Oui. Il en a un autre aussi ici. Oui. Mais celui-ci, je crois que c'est le plus connu. Fais voir l'autre, c'était... Alors, il est monté solaire, c'est celle-là. Avec les branches Le Corbusier, tu le reconnais bien. C'est Le Corbusier en 1950. Toujours sa branche. En 1950, celle-ci. Toujours sa branche. Incroyable. Bon, vous voyez, mesdames, messieurs, là, on est... alors, évidemment, ce que j'adore chez Bonnet, c'est qu'ils font des lunettes pour Le Corbusier, pour Maria Callas, pour tous ces gens-là, mais ils font aussi des lunettes pour Hugo Jacomet, ils font aussi des lunettes pour Monsieur Dupont, ils font aussi des lunettes pour... tout à fait, C'est-à-dire qu'en plus, aujourd'hui, ce saut créatif que vous avez fait en disant, voilà, on veut mettre cette expérience inouïe, parce que moi, je peux le dire, bon, le seul problème chez Bonnet, je peux vous le dire rapide, c'est 1, il faut attendre un peu, et 2, surtout, quand ils font ce qu'on appelle un fitting, donc un essayage, il faut avoir du temps. Parce qu'ils sont bavards, ils sont extrêmement sympathiques, surtout ils sont extrêmement passionnés par ce qu'ils font. Et moi, j'ai vu Franck travailler sur mon visage pendant 1 heure en me disant, mais bon, ok, garçon, ça va, moi, elles me vont bien, mes lunettes, mais il n'était pas encore totalement content, il fallait réadapter ça. Et alors, il y a un truc qui m'avait également marqué, c'est, il travaille tellement avec le feu, je le voyais travailler sur d'autres lunettes avec le feu, tu te brûles pas les doigts? On a fini par développer une espèce de résistance à la chaleur sur les doigts, sur ces 3 doigts-là, qui est assez importante. On se brûle au mois de septembre après les vacances d'août, parce que la peau est redevenue fine. C'est pas vrai. Mais à partir d'octobre-novembre, c'est reparti, on a de la corne. Bon, alors, Cosmas, I don't know how long did we do for the moment? You can speak. 40 minutes, so we can do another 20 minutes and then we close. Hein. On est en direct, donc j'ai demandé à mon réalisateur s'il nous restait de la mémoire, parce que vous savez, on tourne dans un format relativement lourd, et notre problème aujourd'hui, c'est pas les caméras, c'est la mémoire. Et moi aussi d'ailleurs, parce que je commence, non, je rigole. Voilà. Donc, oui, je disais, aujourd'hui, donc l'expérience Bonnet est à... Alors, j'allais dire à la portée de toutes les bourses, peut-être pas exactement de toutes les bourses, mais en tout cas, grâce à l'acétate de coton, grâce à la corne de buffle, vous avez ouvert une clientèle beaucoup plus large, j'imagine, qu'avant. Oui, c'était important. Tu sais, dans le sur-mesure, par exemple, on a les amis de papa sont tous maîtres d'art, membres des grands ateliers de France. Donc tu imagines que le week-end à la maison ou le soir à dîner, on avait. Tu imagines le genre de gens qu'on avait. Donc tu avais le marié, le sage, Massaro, des gens comme Cortet qu'on adore. Pierre, qui sont maîtres d'art aussi. Donc, si tu veux, on était élevé dans une culture de l'excellence, tu vois, assez artisanale. Et j'ai planté ta question.
Hein? J'ai planté ta question. Bah moi aussi, je me souviens. Mais alors, comment dire que si tu plantais ta question, je disais. C'est l'ouverture. Exactement, l'ouverture à une autre clientèle. Oui, alors, Monsieur Massaro, c'est là. Je voulais faire le lien avec Monsieur Massaro. Monsieur Massaro, en plus d'être le bottier de la haute couture, tu sais, et il était aussi président de la chambre syndicale de la chaussure orthopédique. C'est-à-dire que quand on fait le métier, dans notre métier, on a eu affaire à des gens qui n'avaient pas d'oreilles. Alors, plusieurs gens qui n'ont pas d'oreilles. On a eu affaire à des gens qui ont un visage pas possible. La semaine dernière, on a un client génial qui est un éducateur dans le 93. Oui. Donc, tu imagines bien qu'il n'a pas du tout le salaire pour venir c'est pas Aristote Onassis, quoi. Non. En revanche, il doit faire 2 mètres. Il a un nez large comme ça. Il a une tête encore plus large que la tienne. Parce que moi, j'ai une grosse tête. Hein. Attention, mesdames, messieurs, j'ai pas dit j'ai la grosse tête, mais j'ai une grosse tête, ça c'est sûr. J'ai même du mal à porter le chapeau. Très large en temporal. Très large en temporal. Il faut du sur-mesure. Et donc ce garçon 2 mètres. Et donc ce garçon 2 mètres, un peu la gueule de Forest Whitaker, tu vois, avec un œil un peu comme super gueule. 2 mètres, un nez large comme ça, un temporal d'éléphant. Et donc ce genre de type, si tu veux, il a jamais pu de sa vie porter des lunettes en prêt-à-porter. C'est juste impossible. Donc quand il a su que la Maison Bonnet existait, il est venu. Alors bon, tu sais, dans ces cas-là, on est un petit peu Robin des Bois, on n'ose pas lui donner le vrai prix, quoi. Tu sais, on facture le vrai prix à nos clients et de temps en temps, quand on a ce genre de cas, on n'ose pas lui montrer le vrai prix. Tu sais, on fait un moins 50. Mesdames, messieurs, c'est pas pour vous tout le monde, attention. Hein. Ils ne font pas les Robins des Bois toute la journée, hein, parce que surtout en ce moment, les affaires sont difficiles avec la Covid, donc ils sont pas Robins des Bois, mais c'est une jolie histoire. Et il était content de ses lunettes, évidemment. Attends, il est complètement fan. Alors tous les 5 ans, il vient en faire une, et là, ça faisait 5 ans qu'on l'avait pas vu, et il est revenu en faire une. Et puis on a repoli celle qu'on a fait il y a 5 ans. On a changé une charnière qui bougeait. On l'a repolie, elle est repartie celle-ci, et puis maintenant il a une nouvelle, maintenant il a une solaire et une vert blanc. Mais tu vois, il fait ça, il lui faut 5 ans pour avoir ces 2 montures. Il a fait plein de petits chèques, et puis tu vois, on est ravis de savoir faire ça aussi. Et Christian, j'imagine que toi aussi, parce que je me souviens, Franck me racontait, mais je veux avoir ton avis sur d'autres clients, c'est que parfois aussi, vous avez un métier qui est quand même à la frontière de plein de trucs. Bien sûr, un métier manuel, d'artisanat, d'artiste, mais aussi vous intervenez sur la personnalité des gens, presque. Vous intervenez sur le visage des gens. Donc c'est presque, j'allais dire, une responsabilité. C'est-à-dire, et est-ce que ça t'est arrivé de voir quelqu'un qui arrivait avec un visage un peu difficile, des choses comme ça, et de littéralement avoir eu l'impression de l'aider en lui disant changer de gueule, au bon sens du terme? Oui, tout à fait. C'est très juste ce que tu dis, et c'est même très important parce qu'on est tous, comme tout le monde le sait, complètement asymétriques. Oui. Hein, de ton côté gauche à ton profil droit à ton profil gauche, n'ont rien à voir. On les duplique, tu te ressembles plus du tout. Exactement. Donc ça, et une lunette, c'est de la symétrie pure. On travaille que sur des axes et tout, enfin chez nous. Hein. C'est de la symétrie. Donc une lunette symétrique va corriger toutes les différences que tu peux avoir sur ton visage. D'accord. Donc c'est extrêmement important. D'accord. Et d'ailleurs, les gens, quand on prend nos mesures et qu'on les marque sur la feuille de commande, quand ils nous écoutent parler, là, l'oreille, elle est 5 mm plus basse que l'autre. Ça, je connais bien. Alors, ils finissent par nous dire, mais c'est pas possible, je suis vraiment mal foutu. On les rassure tout de suite en disant, l'ensemble est très beau. C'est la même chose chez le tailleur. Mais nous, on va vous mettre une symétrie sur le visage. C'est la même chose chez le tailleur. Moi, j'ai une épaule beaucoup plus basse que l'autre. Voilà. Et quand tu vas chez le chiffonnier, tu te dis, mais putain, c'est dingue, ma mère, elle m'a raté. Tu vois, parce que je suis un peu parce que moi, j'ai vu, je me souviens quand on en avait parlé ensemble, Franck, moi, j'ai vu des gens qui étaient invisibles avant, tu sais, des gens qui avaient et qui d'un seul coup, mais avaient une gueule d'un seul coup. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que votre métier, il est à la frontière. C'est ce que je dis de plein de choses. Et ça touche aussi quand même à la personnalité. Donc c'est pas simplement. Alors, je veux pas, mesdames, messieurs, rentrer dans une forme de lyrisme, mais moi je sais.
le travail de ces messieurs ici, je l'ai vu, on a passé de longues heures dans la cave, dans l'atelier où Franck travaille au Palais Royal. Donc maintenant ils sont dans Mayfair à Londres également. Et je trouve que je sais pas, vous avez, c'est un métier, et je comprends qu'on puisse se passionner pour ce métier réellement. Moi franchement, avant, tu me disais opticien, lunetier, bon ça c'est chiant quoi. Tu fous des trucs sur le nez des gens, etc. Et avec vous, j'ai découvert une nouvelle face. C'est la même chose pour les costumes, c'est la même chose pour les cravates, c'est la même chose sur des objets comme ça. Mais vous êtes en plein milieu. Hein, l'expression, ça se voit comme le nez en plein milieu du visage. Hein, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Et moi, j'ai vu des gens changer de gueule, littéralement. C'est notre exercice préféré. Quand tu travailles sur quelqu'un de très très beau, de presque parfait, une très jolie tu nana, un peu comme moi, un peu comme toi, une très jolie nana. Tu te dis bon, elle est toujours mieux sans lunettes. Donc le travail qu'on fait. En revanche, quand parfois tu as des choses un peu disgracieuses, quand tu as des choses, quand tu dis quelqu'un d'invisible, eh bien mon frère Steven et moi, là, on pense à quelqu'un qu'on a vu il y a pas longtemps, qui était quelqu'un de complètement invisible. Et là, encore une fois, ça va peut-être te faire la chair de poule, mais donc on travaille sur ce gars et vraiment tellement invisible, tu vois, enfin compliqué en showroom, mais à un moment donné, le mec nous lâche. Nous, on cherche quelque chose, tu vois, pour nous exciter, pour savoir ce qu'on va faire sur ce garçon. Et à un moment donné, il nous lâche quand même qu'il est guitariste dans un groupe de métal. Fantastique. Ok, d'accord. Avec Steven, on lui fait une pièce de dingue. Quand il vient la chercher, il dit jamais je mettrai ça. Alors on lui dit mais si, c'est ça que tu vas mettre. Tu sais, il avait un gros nez rouge, pas juste un peu de cheveux là. Guitariste de métal, c'était génial. Donc du coup, on lui fait une énorme pièce noire. On détourne toute l'attention. Et le type, alors, tu reçois des chocolats, tu reçois une énorme lettre pour le 1er janvier, etc., etc. Et le type revient un jour dans le showroom. Lui qui était si effacé, qui se tenait dans un coin, d'un seul coup, il se tenait au milieu du showroom et il nous a dit un truc, écoute, je m'en rappellerai toute ma vie. Il nous a dit, quand je suis sorti d'ici avec la lunette sur le nez, j'ai pris le métro. Tout le monde me regardait. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne regardait pas. Eh bien, le simple fait qu'on le regarde dans le métro, ça a changé sa vie. Bah, évidemment. Et là, j'en ai encore des frissons parce que c'est ça. Nous, quand on se lève le matin, c'est pour changer la vie des gens, pas pour faire des lunettes. Hein. Tu vois, on serait pas excité. Tu vois, j'ai 49 ans, je suis complètement excité chaque seconde de me lever et de foncer dans mon atelier. C'est parce que on va changer la vie des gens. Ou alors les rendre plus sexy, ou alors on va, en tout cas, ou alors des problèmes de confort, des problèmes de vue, mais on se lève pour aller changer la vie des gens. Incroyable. C'est beau ça quand même, mesdames, messieurs, hein, sans rire. Moi, je pourrais passer des heures avec mes amis, mais je vais vous faire une petite confession. On a une bouteille de champagne au frais. Il va falloir qu'on se l'ouvre un tout petit peu. Donc, on va conclure sur cette jolie discussion. Christian, merci de nous avoir fait l'honneur de ta visite. Merci à toi, Hugo. Merci, c'est très gentil, c'est que du bonheur. Oui, mais c'est important pour nous, tu sais, d'avoir des gens j'allais dire de ton calibre, parce que il y a quelque chose que encore une fois, je m'évertue à le dire, on a cette espèce de fausse idée de la France. Moi, je vis la moitié du temps aux États-Unis. Bon, évidemment, avant la crise sanitaire, là, en ce moment, on est un peu empêché. Mais ma compagne, qui d'ailleurs est très belle en lunettes bonnet, n'est-ce pas, Sonia, on vit aux États-Unis. Et à chaque fois que je vais aux États-Unis, je suis stupéfait quand je dis que je suis français. Et qu'en plus, ils me connaissent sous le nom de Parisian Gentleman. Pour eux, c'est incroyable. La culture française a un rayonnement invraisemblable et que nous, ici, dans notre hexagone, on s'en rend pas compte. Et avoir des gens comme vous qui êtes les représentants de ce savoir-faire à la française. Alors, bien sûr, on parle d'excellence, mais on a tellement utilisé maintenant des mots comme ça qu'ils ont tendance à se vider de leur sens. Mais vous êtes des artisans qui représentaient, tu parlais de Moret, hein, on dit Moret dans le Jura, qui était la capitale historique de la lunetterie française. On a des savoir-faire que le monde entier nous envie et on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que dans cette émission, on a reçu Stéphane Jiménez. Demain, alors je sais pas quand est-ce que ça sera diffusé cette émission, parce qu'on produit beaucoup. On reçoit un jeune chef étoilé qui est aussi, et ça fait partie de notre patrimoine. Après-demain, on reçoit ton copain copain Pierre Cortet, qui est maître d'art, qui est un grand chausseur. Voilà. C'est ce qu'on aime faire, c'est pour montrer que
arrêtons d'avoir ce complexe. On a une culture incroyable dans ce pays et surtout, et c'est le but des discussions sartoriales, on doit promouvoir, protéger, hurler sur les toits qu'en France on a un artisanat extraordinaire et il faut absolument, mesdames, messieurs, qu'on le protège. Ça ne sert à rien. Arrêtez de donner votre argent en achetant des fausses lunettes chez Giorgio A, chez Ralph L ou chez Hugo B. Hugo B, c'est mon ennemi personnel parce qu'il a en plus mon prénom. Arrêtez. C'est pas des lunetiers. C'est des gens qui ont franchisé leur marque et qui font des lunettes en plastique que vous payez au prix de l'or. Et ça, c'est pas normal. Donc, donnez plutôt votre argent à des vrais tailleurs, à des vrais lunetiers. Allez vers ces personnes-là. C'est un salut. Nous, on croit à un futur fait à la main. On croit à une fusion entre la technologie, mais il y a des gestes ancestraux qu'il faut absolument qu'on protège. Et c'est la raison pour laquelle j'étais ravi de vous avoir à ma table, Franck et Christian Bonnet. Je vous adore et vous le savez. Et nous aussi, c'est partagé, Hugo, merci. Bon. Mais merci, Hugo, mais il est surtout, nous devons te remercier parce que tu fais partie des gens qui font connaître au plus grand public possible que tout ça, ça existe. Bien sûr. Ça n'est pas que pour des privilégiés. Non. Ça existe, mais c'est ça. La société d'aujourd'hui va vers le standard, le vite fait, la médiocrité. Mais j'espère que la génération des jeunes d'aujourd'hui va redresser toutes ces catastrophes que ma génération a créées. Exactement. Mais on bosse pour ça. Merci, messieurs, dames. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. Prenez soin de vous et toujours gardez ça à l'esprit. La beauté, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a besoin de beauté et soutenez l'artisanat français, soutenez des grands artisans comme Franck, Steven, John et Christian Bonnet. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. À bientôt, mes amis. Au revoir.